Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette émission live depuis le studio de Lucans qui s'intitule Envisager l'intégration professionnelle des athlètes handicapés. Avant de commencer, voici quelques informations pratiques. Vous avez la possibilité d'activer l'autotranscription automatique depuis vos paramétrages. Dans la fenêtre à droite de votre écran, vous pouvez poser vos questions et nous pourrons y répondre à l'issue de l'échange. L'émission est enregistrée et le replay peut être visionné depuis le même lien de connexion. Dans cette émission, nous allons avoir un temps de bilan de partenariat entre Lucans et la Fédération française handisport, ainsi qu'une table ronde pour répondre aux questions que l'on peut se poser sur l'intégration de personnes en situation de handicap qui ont une vie de sportif. Et pour commencer, je donne la parole à Rénal Lemay, directeur de Lucans, qui nous accueille dans ses locaux pour cette émission. Bonjour. Bonjour à tous. En cette semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, je suis effectivement très heureux d'accueillir dans le studio de Lucans cette émission qui met en lumière le handicap à travers le sport de haut niveau. Dans le cadre du déploiement de la première convention signée avec la GFIP, il y a 2 ans maintenant, nous avons souhaité engager un partenariat avec la Fédération française handisport. Ce partenariat visait 3 objectifs. D'abord, sensibiliser nos collaborateurs en handicap à travers un facteur de lien, un facteur de rencontre, de performance qu'est le sport. Deuxième objectif, mettre en relation nos organismes et nos salariés avec les clubs locaux handisport. Et enfin, 3e objectif, sensibiliser et changer le regard des acteurs internes, plus particulièrement en contact avec le handicap, que sont les référents handicap dans nos organismes et bien sûr nos collaborateurs qui accueillent le public dans nos organismes. Je suis ravi de cette collaboration qui a vu une forte implication des caisses nationales, notamment dans le déploiement des webinaires de sensibilisation et également une forte implication des organismes locaux dans le déploiement des modules de e-learning. Ce partenariat a également été l'occasion d'organiser plusieurs événements autour du sport et du handicap sur l'ensemble du territoire. Cette émission sera l'occasion de partager avec vous les réalisations qui ont eu lieu dans le cadre de ce partenariat avec la Fédération française handisport. Nous souhaitons aussi, au cours de cette émission, ouvrir des champs des possibles quant au recrutement des sportifs de haut niveau dans notre institution via la table ronde qui a été organisée. J'encourage les directions des organismes à appuyer fortement les politiques handicap locales qui contribuent à faire vivre nos engagements en matière de responsabilité sociétale en ayant un impact sur la diversité de nos équipes et sur le renforcement de nos liens avec les publics que nous accompagnons. Avant de laisser la parole à Simona Burgio et à Adrien Balduzzi, je voulais remercier une nouvelle fois la Fédération handisport pour ce partenariat. Merci à vous. Merci Rénal. Bonjour à tous et à toutes. Je vais accueillir Simona Burgio avec moi à mes côtés. Bonjour Simona. Bonjour Adrien. Merci pour cette présence de la Fédération française aujourd'hui au studio de Lucans. Donc, nous allons rentrer plus en détail de ce partenariat pour en tirer en fait le bilan, en présence d'Adrien, qui est directeur marketing et événementiel de la Fédération française handisport. Et comme indiqué Rénal Lemay, ce partenariat avait 3 objectifs. Donc, le premier, c'était celui de sensibiliser les collaborateurs. Le deuxième, c'était de mettre en relation nos organismes et les clubs locaux handisport. Et après, c'était changer le regard sur le handicap. Alors, la sensibilisation des collaborateurs aurait dû se faire au travers d'un tour de France. On avait programmé 13 étapes, une dans chaque région. On voulait fédérer comme ça les organismes locaux en interbranche. On souhaitait porter le sport au plus près des collaborateurs. On souhaitait mettre vraiment en situation les collaborateurs en situation de handicap en testant des sports. Mais malheureusement, la pandémie est arrivée et on a eu des grandes difficultés à déployer ce plan.
Et la Fédération française a été très réactive. Donc, on a réfléchi avec la mission handicap, avec à l'appui des référents handicap nationaux que je remercie pour leur implication. Et Adrien Balduzzi et toutes les équipes a une solution B qu'elle correspond à nos objectifs. Et donc, nous avons organisé 4 événements. Un événement par branche qui allait toucher la totalité des salariés de chaque branche, c'était l'objectif. Et Adrien, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces 4 événements, comment ils se sont déroulés et quels faits sympathiques aussi se sont produits? Alors oui, déjà merci parce que c'est vrai que c'était un travail en totale collaboration et c'était un vrai plaisir pour la Fédération de travailler avec vous sur cette thématique des webinaires et on a su rebondir ensemble et c'était aussi à noter et je vous en remercie pour ça. Clairement, il y a eu beaucoup d'effets positifs au final à cette opportunité qu'on a dû ressaisir suite à la pandémie et au Covid. J'ai beaucoup de souvenirs. On va quand même les segmenter en deux champs, si tu me le permets, Simona. Oui. Il y a un premier champ qui est plutôt les webinaires, donc les temps d'information et d'échange qu'on a pu organiser avec 2 branches notamment, sur la branche famille en premier, avec laquelle on a organisé une table ronde déjà pour faire changer le regard sur le handicap, pour faire évoluer les consciences sur la nécessité d'être reconnu comme travailleur handicapé en interne aussi. Une petite anecdote sur ce webinaire où enfin on a proposé un cours de Zumba assis à tous les collaborateurs et il y a un souvenir mémorable, je pense que tous les collaborateurs de la Caisse nationale d'assurance famille se souviennent, c'est que leur DG a participé au cours et a joué le jeu jusqu'au bout de participer avec l'ensemble de ses collaborateurs à ce temps qui, je pense, restera un temps fort aussi pour la Caisse d'assurance famille. Au-delà de ça, il y avait aussi un temps avec l'assurance maladie qui a été aussi organisé sous un format webinaire où là, pareil, on a œuvré à faire changer les consciences. On avait une problématique qui était plus sur le recrutement de personnes plutôt que la reconnaissance, même si c'est un enjeu aussi. Ouais. Il y avait aussi ce travail de comment on recrute, comment on se déclare en interne et quels étaient les référents. Donc, à travers l'image de nos sportifs et à travers aussi les parcours inspirants des personnes qu'on a fait intervenir, ça a permis, j'espère en tout cas, de démocratiser le sujet du handicap, de libérer la parole et effectivement de rendre, on va dire, simple et ludique un sujet qui peut être de temps à autre plus compliqué à aborder dans les entreprises. Le deuxième pendant, là on a fait les webinaires, il y a eu les temps sportifs et ça a été aussi des moments forts, je pense, pour les 2 réseaux qui ont œuvré en ce sens. Donc il y a eu à la fois et en premier l'URSSAF qui a vraiment mobilisé l'ensemble de son réseau, de toutes ses caisses locales, tous les URSSAF de toutes les régions de France qui ont donc fait du sport. Et quelle que soit la situation des collaborateurs, qu'ils soient en situation de handicap ou non, on fait du sport au profit de la fédération, dans le but de, on va dire, générer de l'énergie positive. Donc c'était aussi un temps fort parce que ça venait après la pandémie et que les gens avaient besoin de se retrouver aussi. Oui. Et on s'est rendu compte que cet événement, au-delà de parler du handicap de manière ludique et inclusive, c'était aussi un moyen pour les collaborateurs de la branche URSSAF de se retrouver, de se refédérer autour de valeurs importantes pour l'UCANS et aussi pour l'URSSAF. Et donc, c'était pour ça un temps fort et magique. Et encore une fois, merci à l'ensemble des collaborateurs de l'URSSAF. En parallèle, on a eu aussi donc, la CNAV qui a choisi de partir sur ce même format et qui a, elles aussi, à travers toutes les CARSAT et toute l'énergie des CARSAT, fait beaucoup de sport au quotidien. Il y a eu du jardinage jusque la photo la plus décalée. Je me souviens d'avoir été jury de la meilleure photo. Et il y a eu vraiment de la créativité aussi, et c'est à noter. Et c'est encore une fois un événement qui, je pense, a fédéré les équipes sur une thématique qui n'est pas évidente à aborder, qui est le handicap. Donc, bravo aussi à l'ensemble de la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour ce challenge.
Et c'est à noter parce que dans ce challenge, il participait à un événement inter-entreprise. Et je me souviens d'un échange en disant « on va peut-être pas évoquer à nos collaborateurs que c'est inter-entreprise parce qu'on ne connaît pas nos résultats, on ne sait pas si on va être bon ou pas. » Au final, vous avez fini 2e de toutes les entreprises présentes. Donc, ça a été salué. Et je sais qu'à la cérémonie globale inter-entreprise, il y avait des collaborateurs aussi de l'assurance vieillesse qui étaient là et donc qui ont récupéré pour l'investissement de tous ces prix. Donc voilà, bravo à tous pour ces temps et ces webinaires. Oui, ce qui a remarqué, c'est la flexibilité de la Fédération française handisport qui nous a permis de créer des événements différents pour chaque branche et la créativité justement des branches de se lancer sur des projets complètement différents les uns des autres selon les besoins du terrain. C'est vraiment la préoccupation que nous avons dans la mission handicap nationale, c'est de faire en sorte de répondre aux besoins du terrain au plus près de nos organismes. On passe sur le deuxième objectif, donc c'était mettre en relation nos organismes avec les clubs locaux handisport. Là aussi, aurait dû se faire avec du présentiel. C'était l'objectif de créer cette rencontre. Dans une période de pandémie, c'était pas si évident que ça, mais Adrien a défié quand même les choses et s'est organisé un mini tour de France auprès des référents handicap territoriaux qui sont nos points d'appui dans chaque région, je le rappelle. Et du coup, Adrien, comment ça s'est passé? Alors, ça s'est très bien passé. Il y a eu donc, du coup 13 rendez-vous, à chaque fois avec notre comité régional handisport ou un comité départemental qui sont nos organismes déconcentrés pour ceux qui ne connaissent pas notre maillage. Donc il y a la fédération nationale et puis après on a des organismes de plus en plus locaux jusqu'au club où il y a les pratiquants. Et donc on a organisé des temps d'échange avec le référent handicap UCAN, Sécurité sociale, qui est issu souvent d'une branche voilà, et qui représente en interbranche l'ensemble de la sécurité sociale. Et donc on a organisé ces temps d'échange sur comment travailler ensemble. C'est vrai qu'au tout début, on avait aussi imaginé des axes de travaux, c'est-à-dire que, comment les collaborateurs des caisses pourraient être intéressés à pratiquer une activité physique et sportive, comment nous, au niveau d'handisport, on peut attirer des talents professionnels dans vos organismes. Oui. Et ça, c'était, on va dire, l'essence même de cet axe-là. C'est-à-dire comment on va créer des interactions qui vont favoriser d'un côté l'emploi et de l'autre côté l'intégration sportive des collaborateurs existants. D'ailleurs, c'était, excuse-moi de t'interrompre, pas seulement des collaborateurs en situation de handicap, mais on visait aussi des collaborateurs actifs, valides, qui s'impliquent en tant que bénévoles auprès des clubs, par exemple. Ça pourrait être du bénévolat, voilà, du bénévolat local, ce qui favorise en fait le maillage, la connaissance du maillage local. Et puis automatiquement, c'est une sensibilisation aussi, parce que si on s'implique davantage, on côtoie davantage et ça devient naturel en fait de mélanger ces deux populations. Voilà. Et clairement, le résultat de ce Tour de France, alors on en voit seulement les prémices puisqu'on a semé plein de graines et ça commence à germer et à créer des éléments. Alors certaines régions travaillaient déjà ensemble et donc c'est venu renforcer les acquis qu'ils avaient déjà mis en place. Et moi, ce que je tenais à saluer, c'est qu'effectivement, on est parti de ce postulat et de cette ambition commune. Et au final, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire avec les MDPH, avec les CAF, avec les CPAM, parce qu'on se rendait compte que dans les territoires étaient remontées aussi certaines problématiques liées au handicap des bénéficiaires des caisses nationales et des caisses du coup par déclinaison régionale, des problématiques liées au handicap et que de temps à autre, vous, organismes de sécurité sociale, vous étiez un peu seul par rapport à la réponse sportive. C'est-à-dire que vous étiez expert dans votre domaine et dans votre périmètre, mais sur je veux faire du sport, vous ne saviez pas forcément à qui orienter. Et ça a permis de générer du lien et du coup de renforcer ces actions de synergie commune, tant sur l'emploi que sur les sujets purement sportifs et d'orientation et de conseils à vos bénéficiaires aussi, au-delà de vos collaborateurs. Donc, je pense que c'est une réussite aussi sur ce plan. D'ailleurs, la Fédération française handisport, elle est présente aussi pour l'Audio Day. Et je le rappelle, donc j'ai diffusé un tableau contenant l'adresse de toutes les directions régionales, qu'elles sont là aussi en appui de cet événement, parce qu'on peut
s'adresser à eux pour trouver des candidats potentiels qui pourraient venir dans vos organismes faire le DOD. Comme elle a dit Sophie Cluzel hier à l'Handitech Trophy, ce n'est jamais trop tard. On a encore 2 jours devant nous pour trouver le bon candidat à positionner dans vos organismes. Si vous n'avez pas encore réussi à le trouver, appuyez-vous sur les directions régionales. Bien évidemment, les délais sont courts, mais on peut voir ce qu'on peut faire. Enfin, le partenariat visait aussi donc à sensibiliser et à changer le regard des acteurs internes. Alors plus particulièrement, c'était les personnes, les référents à handicap des organismes locaux et aussi les personnes qui sont à l'accueil de nos organismes. Et on l'a décidé, donc avec Adrien Balduzzi, de mettre à disposition des modules e-learning. Donc on avait convenu de 1000 licences et je remercie la Fédération française handisport de nous avoir accordé les 50 licences en plus complémentaires qui sont arrivées jusqu'à là en septembre comme demande de nos organismes, notamment les organismes des DOM qui se sont impliqués beaucoup aussi dans la participation à ces modules. Alors, nous avons enregistré 62 organismes qui se sont engagés dans la démarche, donc on l'a dit, 1050 licences. Aujourd'hui, nous avons 40% des salariés qui ont terminé les modules. Donc, une connaissance de cette sensibilisation et nous incitons les autres, il nous reste encore du temps, jusqu'à fin décembre. Les licences sont toujours actives et ouvertes, on incite tous les autres à participer. On sait que la charge de travail dans les organismes est importante, mais ces sujets aussi le sont davantage. L'accueil d'une personne en situation de handicap, c'est aussi une obligation. Donc là, c'est une sensibilisation en attente d'une réelle formation qui sera ensuite dispensée par le biais de notre branche. Donc, Adrien, est-ce que tu peux nous présenter les aspects pédagogiques en fait de ces modules et l'implication justement que vous avez vue de votre côté de nos organismes? Alors clairement, hein, la fédération aujourd'hui, son périmètre, c'est le sport de haut niveau et on le verra juste après autour de la table ronde. On aura la chance d'avoir notamment une athlète médaillée avec nous et puis des jeunes talents. Pour autant, il y a vraiment un travail de démocratisation et de travailler un savoir-être avec les personnes en situation de handicap, parce que le handicap est souvent invisible et que pour le handicap visible, on peut avoir des biais, entre guillemets, et ces formations, et Guy l'évoquera aussi tout à l'heure avec la table ronde, ça fera une belle passe décisive, comme on dit dans le sport. On a des préjugés ou des stéréotypes qui entraînent des situations ou des comportements qui vont être pas forcément adaptés, et chaque situation est singulière, et donc dans ce module-là, on vient donner des bonnes pratiques, de se dire, quand je parle avec une personne en situation de handicap, avec un usager fauteuil roulant, je ne vais pas forcément m'accroupir à ses côtés pour lui parler. Non, c'est une personne normale, elle est avec un fauteuil. Et donc, c'est toutes ces situations-là qui vont être un peu démocratisées, ouvertes, de manière à être le plus à l'aise aussi. Clairement, c'est ça, hein, c'est être à l'aise avec la personne qu'on a en face de nous. Ok, elle a une situation singulière, mais pas plus que madame ou monsieur d'à côté. Voilà, elle a des adaptations par rapport à sa vie. Ça peut être une prothèse, un fauteuil ou d'autres choses invisibles, mais voilà, c'est être à l'aise au quotidien parce que c'est une personne, entre guillemets, ordinaire, qui a juste des adaptations techniques ou matérielles pour sa vie du quotidien. Donc voilà, c'est vraiment ça l'enjeu. Je pense que c'est aussi à saluer le fait que toutes les licences aient été demandées. C'est-à-dire qu'il y a une vraie démarche en interne pour vous à Lucans de travailler ces sujets, mais qu'il y a du répondant en face, c'est-à-dire que les collaborateurs sont intéressés de se former et de mieux travailler ou connaître ces problématiques-là au quotidien. Donc, je tenais aussi à vous remercier et à saluer l'engagement de ces 1050 collaborateurs de tout niveau, d'avoir aussi été volontaires pour s'inscrire à ces formations, parce que c'est vrai qu'on a tous des agendas très chargés et de lever la main en disant moi je veux me former à accueillir une personne ou à travailler avec un collègue en situation de handicap, c'est aussi une façon de montrer son engagement vers la thématique du handicap. Merci beaucoup. Donc on va continuer sur la table ronde
Guy, je te laisse du coup appeler nos intervenants. Moi, je vous dis à une prochaine émission et merci. Merci Simona. Merci Simona. Marie, Alexandra. Bienvenue mesdames. Bienvenue. Bienvenue et ravi de vous accueillir sur ce plateau. Donc, on va démarrer la table ronde donc avec nos athlètes de haut niveau et en devenir également, en perspective de Paris. Donc, alors, très rapidement, je ne me suis pas présenté en introduction, mais je suis Guy Tisserand, donc je suis un ancien champion paralympique de tennis de table en handisport. Donc, j'ai participé 4 fois aux Jeux paralympiques de 84 à 96 avec 4 médailles d'or à la clé à Séoul, Barcelone et Atlanta. Aujourd'hui, je suis également membre du comité directeur de la Fédération française handisport, au titre de trésorier adjoint et élu en charge des partenariats. On a aussi avec nous donc Marie, Marie Patouillet, donc qui est double médaillée aux Jeux paralympiques de Tokyo et qui également est médecin libérale. Donc elle nous parlera un peu à la fois de son expérience personnelle et professionnelle ensuite. Alexandra, Alexandra qui est dans le domaine de l'athlétisme avec notamment le saut en longueur et le 100 mètres, qui est à Talence et qui est actuellement en contrat d'alternance chez EDF. Elle nous parlera aussi de son expérience à la fois professionnelle et sportive et comment on arrive à concilier toutes ces contraintes. À la fois, c'est très excitant, mais en même temps, c'est aussi, il faut gérer un peu tout ça. Puis Adrien qui pourra aussi revenir tout à l'heure sur les contrats de type contrat d'insertion professionnelle, convention d'insertion professionnelle, pardon, qui sont donc des contrats à destination des sportifs de haut niveau. Donc on pourra aussi tout à l'heure parler plus de ça. Alors pour commencer l'intervention, l'idée, c'est de parler un peu des notions de stéréotypes, préjugés et biais décisionnels. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de ça? En fait, le handicap est un sujet qui... Alors, de nombreux sujets sont soumis à ces phénomènes de stéréotypes, préjugés, biais, mais le handicap en est un exemple assez criant, en fait. Et je pense qu'on pourra avoir quelques expériences vécues de situations qui sont dans cet état. Moi, j'aime bien raconter une petite anecdote pour commencer là-dessus, en expliquant que, eh bien, on est tous soumis à avoir des stéréotypes, des préjugés, des biais. Ce qui est problématique, c'est quand ils commencent à avoir un impact finalement sur la potentialité d'accéder à l'emploi ou de pouvoir avoir une vie ordinaire. Alors, à titre d'exemple, moi j'ai fait un diplôme d'ingénieur en électrochimie et électrométallurgie. Et quand j'ai commencé à chercher un emploi, la première chose qu'on m'a dit, c'est écoutez monsieur, franchement, vu votre situation, vu que je suis en fauteuil roulant, travailler dans ce secteur-là, c'est pas une bonne idée, donc vous devriez faire autre chose. Donc j'avais fait un bac+5 et je suis arrivé à une situation dans laquelle trouver un emploi, ça devenait injouable pour moi. Et donc, un deuxième petit exemple, un peu plus tard, j'ai donc bifurqué vers l'informatique. Et à l'issue de mon cursus informatique, j'ai travaillé dans l'informatique bancaire. Et là, en fait, à un moment donné, il y avait un poste de responsable et de manager d'équipe qui se libérait. Et donc, j'ai aussi postulé pour ce poste. Et en fait, mon manager N+2 m'a convoqué en entretien en me disant que ça lui semblait très compliqué, voire impossible, de pouvoir travailler obtenir ce poste, parce qu'il y avait beaucoup de déplacements. C'était assez paradoxal pour moi, mais lui, il était convaincu qu'étant en fauteuil roulant, les déplacements allaient devenir compliqués, voire rédhibitoires pour moi. Et donc, de ce fait-là, il n'envisageait pas de me confier ce poste. Alors, c'était une activité dans laquelle j'avais, disait-il, toutes les compétences requises, mais il fallait se déplacer à Strasbourg, Lille, Paris. Enfin, il y avait pas mal de déplacements qui étaient prévus dans le cadre de ce poste. Et du coup, il était convaincu que ça allait être vraiment trop compliqué pour moi. Alors, ça partait d'une intention de me mettre en situation de réussite et de ne pas me mettre en difficulté, mais ça limitait aussi le champ de ce que je pouvais faire. Or, je lui ai expliqué qu'étant allé à Séoul et Barcelone pour faire les Jeux paralympiques, je pensais que je pouvais aller à Lille, à Strasbourg pour faire des réunions de travail. Et là, il s'est un peu décomposé. Il m'a dit « Ah oui, effectivement, j'ai peut-être dit une bêtise. » Alors, je lui ai dit « Bon, écoute, à partir du moment où tu le reconnais, on peut peut-être en rediscuter. » Et donc, j'ai réussi à avoir ce poste. Mais pour pouvoir l'avoir, il a quand même fallu que je puisse argumenter auprès de lui
et l'aider à passer au-delà de ses préjugés. Son préjugé était que, étant en fauteuil roulant, les déplacements allaient devenir extrêmement compliqués pour moi, et que de ce fait-là, il était préférable de ne pas me mettre en difficulté. Et donc, on s'aperçoit que la notion de stéréotype va être assez prégnante dans le domaine du handicap, mais ce qui va être surtout important, parce que, en fait, des stéréotypes, on en a tous, tout le monde a des stéréotypes. Moi, je travaille sur ces sujets depuis des années et j'ai toujours plein de stéréotypes. En revanche, ce qui va être important, c'est de passer un peu au-delà pour comprendre que ces stéréotypes induisent des biais. Ce qu'on appelle des biais, c'est des comportements inadaptés en fonction d'une situation, du fait du préjugé qui est sous-jacent. Et donc, le biais en question, c'est, dans cet exemple qu'on vient d'évoquer, le biais, c'est je ne te donne pas l'évolution professionnelle à laquelle tu postules parce que j'ai ces préjugés sur toi. En fait, ce qui va être important, c'est on peut toujours avoir des stéréotypes, mais si on a conscience de ces biais et qu'on est vigilant sur les biais qu'on peut avoir, eh bien, derrière, on peut avoir finalement un comportement non discriminant et inclusif, y compris si on est porteur de stéréotypes, puisque ça, de toute façon, tout le monde en a. Et donc, le premier point sur lequel il faut être très vigilant, c'est cette notion de stéréotype, préjugé, biais, parce que l'idée est d'essayer d'éviter que ces a priori qu'on peut avoir aient un impact direct sur l'attitude, les comportements qu'on peut avoir avec les gens. Voilà quelques exemples que je donne, et du coup, je vais me retourner vers Marie pour commencer. Marie, toi, dans ton parcours, et notamment vis-à-vis du sport de haut niveau, justement, est-ce que, par exemple, tu as été confronté parfois à ces logiques de préjugés, de stéréotypes, de biais qui ont pu freiner un peu soit ta carrière professionnelle, soit ton activité professionnelle, carrière sportive ou activité professionnelle? Est-ce que ce sont des choses auxquelles tu as été confronté du fait de ton handicap ou d'ailleurs du fait de ton statut de sportive? D'un point de vue professionnel, j'ai été obligée d'adapter ma manière de travailler. Juste pour rappel, je suis née avec une malformation orthopédique au niveau du pied gauche et de la jambe gauche, qui initialement ne me provoquait aucune impotence fonctionnelle dans mon quotidien, c'est-à-dire que je pouvais courir, je pouvais pratiquer n'importe quel sport. Et puis vers l'âge de 20-25 ans, tout s'est dégradé et même la marche est devenue compliquée. Et à ce moment-là, j'étais interne en médecine militaire, médecine générale. Et je voyais mes gardes à l'hôpital devenir de plus en plus dures, voire infaisables. Et à ce moment-là, il a fallu se poser la question de l'adaptation de poste, parce que là, mon handicap prenait vraiment une place importante dans ma vie quotidienne. Et c'est la première fois que je me suis trouvée confrontée à devoir adapter une situation de vie par rapport à mon handicap. Cette adaptation, elle a été relativement brutale parce que je devenais inapte pour être militaire. Pour être militaire, il faut quand même partir en mission extérieure. Et là, pour le coup, en toute honnêteté, je ne pouvais pas. Donc, j'ai fait le choix d'être médecin généraliste en cabinet, ce qui me permet d'économiser en fait ma cheville et de pouvoir travailler en toute sérénité. En fait, dans cette situation-là, ce que j'en ai retenu, c'est que il n'y a que moi qui puisse connaître mon corps et mon handicap, il n'y a que moi qui puisse réellement connaître mes limites. Et la discussion doit tourner autour de ça. Et l'adaptation doit vraiment tourner autour de comment adapter le poste pour faire en sorte que la personne qui a les compétences pour le faire puisse l'exercer dans les meilleures situations. D'accord. Et est-ce que le regard des autres, par exemple, quand tu expliques que ta situation a évolué, est-ce que le regard des autres, des personnes avec lesquelles tu étais en interaction, a été modifié suite à cela? Est-ce qu'ils te regardaient différemment? Est-ce que toi, tu as perçu des choses par rapport à ça? Est-ce que toi-même, tu t'es regardé différemment? Est-ce que ça a induit un changement de regard? Alors, moi-même, je me suis regardée différemment, ça c'est sûr, parce qu'il a fallu que j'intègre. J'ai grandi en essayant de faire comme tout le monde et en essayant de cacher le plus possible ma malformation. Et puis, du jour au lendemain, il a fallu que je vive avec, et ça a été relativement compliqué, d'un point de vue personnel et d'un point de vue extérieur. J'ai été confrontée à ce regard, mais je ne pensais pas être confrontée à celui-là, c'est-à-dire que j'ai un handicap qui n'est pas visible. Quand on me voit debout, on a l'impression que je peux tout faire. En plus, en étant sportif de haut niveau, j'ai des compétences physiques, on va dire, qui sont assez bonnes, et les gens ne comprennent pas. Donc les gens ne comprennent pas que non, je ne peux pas marcher plus de 2 km, que oui, il y a des moments où j'ai besoin d'avoir une canne, que non, je ne peux pas rester debout de manière prolongée, et que une journée de plus de 8 heures au cabinet, ça devient compliqué. Et en fait, c'est ce regard-là où je ne m'attendais pas à y être confrontée, mais devant le handicap qui n'est pas visible, parfois les gens ne comprennent pas le besoin d'adaptation dans la vie de tous les jours. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est aussi de dire que
dans les notions de stéréotypes et préjugés, il existe 2 grands types de stéréotypes, c'est les stéréotypes négatifs et positifs. Et vis-à-vis du sportif de haut niveau, il peut y avoir un préjugé positif qui consiste à dire que c'est un Superman, Superwoman, et que du coup, il n'y a pas de limite, et que finalement, et on rencontre parfois ça aussi dans l'emploi par rapport à la thématique du handicap, où on a le sentiment que les personnes handicapées vont être extrêmement adaptables, motivées, dynamiques, etc. Et qu'on est presque en surexigence finalement. Non, bien sûr, le sport, je pratique du cyclisme sur piste et sur route. Je fais des performances qui, même au niveau, on va dire, élite et dans le milieu olympique, sont pas ridicules. On s'attend à ce que je puisse tout faire en fait. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que pour moi, le cyclisme, ça reste une adaptation du sport. C'est-à-dire que je ne peux plus faire de course à pied du tout. Donc n'importe quel sport qui nécessite la course à pied, je ne peux pas. Donc en fait, il me reste le vélo, la natation. Et donc pratiquer le cyclisme, pour moi, c'est une adaptation pour pratiquer un sport. Et quand on me voit sur une piste, on s'attend à ce que je puisse tout faire. Et en fait, non, en fait, je peux juste pédaler. D'où l'importance de la transparence aussi de ce qu'on peut et pas faire, etc. Exactement. Mais là, il va y avoir mon côté un peu médecin qui parle, c'est que de temps en temps, on rentre un peu dans le dossier médical et que c'est un peu délicat parfois on se sent presque un peu gêné de rentrer autant dans l'intimité. D'où l'importance de parler des conséquences du handicap plutôt que de la nature du handicap. Exactement. Et d'expliquer de comment est-ce qu'on arrive au handisport, de comment est-ce que... Parce que, pareil, moi, au retour des Jeux, j'ai pris des remarques assez négatives sur le fait que j'étais pas assez handicapée, que je n'avais rien à faire en handisport. Tout ça en comparaison par rapport à mes performances. Et c'est assez brutal de le recevoir en pleine face. Et peut-être que sans que n'importe quelle personne qui a un handicap peu visible ait le besoin de rentrer dans ces détails de dossier médical, parce que ça reste ça, juste expliquer le cheminement qu'il y a pour arriver au handisport et au haut niveau. Voilà. Merci. Alors Alexandra, toi de ton côté, alors ces notions de regard, de pratique sportive, de travail, comment tu vis ça, comment tu as vécu ça jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Moi déjà, ce que je peux dire, c'est que dès le plus jeune âge, on me disait que je pouvais pas, j'allais jamais pouvoir marcher, courir ou exercer une discipline sportive. Alors, j'ai essayé de contrer ça dans le sens où je me suis mis aucune limite. Je suis partie du principe que oui, c'est vrai, je partais avec un handicap dès la naissance, mais ça n'allait pas pour autant être un frein. Donc, si je devais grimper dans les arbres, j'ai grimpé dans les arbres, j'ai fait de la natation, je suis amenée à courir, des fois même faire du vélo. Donc, et aujourd'hui même, je fais de l'athlétisme. Donc il y a beaucoup de regards qui sont là à vraiment essayer de, pas forcément négativement, mais à limiter, entre guillemets, les personnes en situation de handicap. Je ne sais pas si c'est par peur qu'elles se blessent ou autre, ou par prévention, mais je pense qu'il faut laisser les personnes aussi s'exprimer tout simplement et les laisser exercer de leur propre gré. Sur le plan professionnel, non. Moi, j'ai été en alternance du coup chez EDF et ça s'est super bien passé. J'ai bien été accueillie. Ils m'ont demandé si j'avais besoin d'aménagement particulier. Ça n'a pas été le cas pour ma part parce que du coup, je suis appareillée au niveau de ma jambe, étant donné que j'ai une agénésie du membre inférieur droit. Et puis voilà, je me sentais vraiment à ma place. C'est vrai qu'ils étaient vraiment un peu à mes soins, entre guillemets, dans le sens où ils me demandaient si ça allait. Mais en soi, j'étais considérée comme n'importe quel employé et ça m'a vraiment fait plaisir. D'accord. Mais peut-être qu'ils te surprotégeaient aussi parce qu'ils étaient fiers d'avoir une sportive de haut niveau, non? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il n'y avait pas aussi quelque chose un peu du registre que le regard était... Il y a effectivement la dimension handicap, mais est-ce que quelque part, il y a aussi pas un peu quelque chose qui est afférent au sport, au statut de sportif de haut niveau? Oui, je pense aussi, parce qu'ils étaient aussi vraiment dans l'accompagnement sportif, c'est-à-dire que non seulement ils m'accompagnaient sur le plan scolaire, mais à la fois ils étaient là à m'encourager pour dépasser mes limites, justement, pour faire former dans le sport, donc c'était cool. Adrien, tu veux réagir? Oui, justement, parce que tu l'as un peu évoqué là à l'instant. Tu as un parcours un peu atypique puisque du coup tu es en alternance. On sait que beaucoup d'employeurs actuellement sont à la recherche de profils alternants au sens large, pas forcément en situation de handicap. Comment toi tu as vécu aussi ce triple projet, parce que les athlètes un peu plus matures ont souvent le projet professionnel et sportif, mais là du coup toi qui n'es pas encore mature au niveau performance sportive, comment tu as allié aussi ce côté scolarité en parallèle, et est-ce que pour les collaborateurs qui nous regardent au sein de Lucans aujourd'hui, tu peux évoquer que
être en situation de handicap et allier sport, travail et scolarité, en fait, c'est pas plus dur que monsieur ou madame tout le monde. C'est vraiment. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce triptyque gagnant, on va dire? Oui, tout à fait. Enfin, ça demande beaucoup d'organisation. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où les personnes ont la détermination et l'ambition, surtout, et la conviction, ils peuvent y arriver. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance d'intégrer EDF et donc, du coup, d'avoir un emploi du temps aménagé. Donc, sur le plan scolaire, c'est vrai que moi, mon rythme, c'était 1 semaine de cours et 3 semaines en entreprise. Donc, les semaines scolaires étaient chargées. Je ne vais pas vous mentir. Et donc, du coup, parfois, j'étais amenée à m'entraîner seule parce que les horaires finissaient tard. Enfin, je finissais à 18h et donc, du coup, je ne pouvais pas me rendre au centre fédéral, au Krebs de Talence pour m'entraîner. Cependant, quand j'étais en semaine d'entreprise, je commençais plus tôt, certes, mais je terminais plus tôt de façon à ce que je puisse aller m'entraîner convenablement. Et donc, est-ce qu'il y a eu des adaptations de la part de l'employeur pour ta pratique, pour adapter justement tes horaires ou tes contraintes par rapport à ta pratique sportive? Oui, tout à fait. J'avais un contrat particulier. Donc, c'était un contrat pour les sportifs de haut niveau. Et donc, du coup, par exemple, une semaine type, le lundi, je faisais 8h, 16h. Donc, après, je me rendais à l'entraînement. Le mardi, j'avais double entraînement, donc le matin et l'après-midi. Le mercredi, je terminais un peu plus tôt, donc aux alentours de 14h pour que je puisse me rendre à l'entraînement de longueur, donc c'était plus tôt. Et le jeudi et le vendredi, c'était à peu près la même chose. Et le samedi, on n'avait pas cours. Donc je m'entraîne. Merci. Alors du coup, ça donne un pont, comment tu appelles ça, toi? Une passerelle. Un retour de balle. Non, un retour de balle, voilà. Un retour pour pouvoir faire le lien avec la notion d'adaptation que Marie a également évoquée. La thématique du handicap, donc on va dire il y a deux sujets essentiels dans ce domaine par rapport notamment à l'emploi, mais plus globalement, c'est donc tout ce qui va être stéréotypes, préjugés, biais, comme on l'a évoqué, mais il y a aussi tout ce qui va être l'adaptation, l'aménagement de l'environnement pour prendre en compte les contraintes ou les spécificités, les conséquences en fait du handicap de la personne. Et donc on peut se poser la question de savoir à quoi ça sert. Parfois on s'interroge en se disant mais faut-il faire une reconnaissance de travailleurs handicapés? Est-ce que ça sert à quelque chose? Voilà, donc pourquoi aller dans cette dynamique-là? Et en fait, ce qui est très important, c'est qu'il existe un droit à la compensation qui existe depuis la loi de 2005 en France, qui est donc le droit à compenser les conséquences du handicap de la personne. Donc on va s'apercevoir que finalement, quand on y réfléchit un peu plus, c'est même la base du management en général, puisque toute personne peut, à un moment donné de sa carrière professionnelle, avoir besoin qu'on adapte, qu'on prenne en compte des spécificités. Ça peut être pour des raisons liées à sa vie personnelle, à des difficultés spécifiques qu'elle peut induire. Ça se transpose par exemple dans le domaine des aidants familiaux, etc. Mais également dans le milieu professionnel, parce que par exemple, il me manque une compétence ou j'ai besoin qu'on m'accompagne dans certains aspects. Ce qui est intéressant aussi, c'est de s'apercevoir que cette notion de compensation va pouvoir se transposer dans le domaine de la pratique de haut niveau. On vient d'en parler déjà un petit peu, mais on va pouvoir l'extrapoler aussi au-delà. Et c'est clair que le fait de disposer d'un statut, alors statut de personne handicapée pour l'adaptation liée au handicap, mais aussi statut de personne de sportif de haut niveau pour pouvoir éventuellement bénéficier d'adaptation, d'aménagement de l'environnement de travail du fait de la pratique, puisque comme on l'a déjà évoqué un petit peu, clairement, si jamais on a une réponse complètement standardisée pour quelqu'un qui fait du sport de haut niveau, sa pratique va être compliquée, voire impossible. Donc la notion de compensation, d'adaptation, va être la base de l'intégration réussie, et du coup, ça nécessite aussi, et on l'a déjà un tout petit peu effleuré aussi, la question de l'information. C'est-à-dire qu'il est clair que si jamais on adapte un environnement de travail à une personne, mais qu'on ne l'explique pas à l'environnement de travail, on peut aussi être amené à considérer que ça va être un traitement de faveur. Donc, de quoi s'agit-il? Si jamais la personne, par exemple, peut partir plus tôt, ou arriver plus tard, ou justement, Marie l'évoquait par rapport aux gardes, etc., de pouvoir adapter le rythme des gardes, etc. Si on n'explique pas ça à l'environnement, on risque fort de dire mais pourquoi cette personne a un traitement spécifique et comment faire pour que ce soit acceptable et accepté par tout le monde. Et cette notion de reconnaissance de travailleurs handicapés va permettre peut-être plus facilement à la fois de mobiliser les aides qui peuvent exister, on en reparlera un petit peu après, mais aussi de pouvoir expliquer à l'environnement de travail. Donc pourquoi faire une reconnaissance? Parce que ça permet de rendre plus naturel et plus simple
la mobilisation du droit à la compensation. Alors évidemment, on peut toujours craindre un peu derrière les sujets de type, oui, mais est-ce que ça ne va pas déclencher des stéréotypes, des préjugés liés à ça? Certes, ça peut peut-être être le cas, mais c'est justement les deux pendants de la problématique. Premièrement, modifier le regard de telle manière qu'on considère que la personne, c'est juste une personne et que le handicap ne la détermine pas, ne la définit pas, donc attention aux stéréotypes, préjugés, biais. Et deuxièmement, prendre en compte les besoins spécifiques de la personne pour la mettre dans une situation de réussite. Donc, ce qui est intéressant dans le parallèle entre le sport et le handicap, c'est que cette notion de compensation, finalement, elle s'applique autant dans le domaine des conséquences du handicap à proprement parler, que dans le domaine des conséquences de la pratique sportive. Alors, on peut se dire, oui, mais c'est compliqué. Oui, certes, c'est compliqué, et en même temps, ça a plein d'intérêts. Par exemple, on va être amené à réfléchir différemment. J'ai souvent l'exemple j'utilise souvent l'exemple du téléphone portable, par exemple, qui, quand il est mis en mode vibreur, ne dérange pas dans un environnement donné. Et on ne sait pas forcément très bien, mais le vibreur de téléphone, les SMS, voire les télécommandes pour les télévisions à l'origine, ont été inventés pour des personnes qui avaient des besoins spécifiques, personnes sourdes, personnes à mobilité réduite. Donc la différence, la singularité, la prise en compte de ces notions-là va être source d'innovation. Et donc, c'est l'un des exemples. Le fait d'engager aussi des sportifs de haut niveau peut fédérer, peut-être que ça, on va pouvoir en parler ensemble. On en parlait un tout petit peu déjà avec Alexandra tout à l'heure, mais est-ce que quel effet ça peut faire, quel engagement ça peut induire? Et, par exemple, alors, Marie, tu me disais tout à l'heure hors champ que tes patients, ils cherchaient de temps en temps des avis sur toi et puis qu'ils tombaient sur le fait que tu étais sportif de haut niveau. Qu'est-ce que ça induit pour eux, ce statut et cette découverte par rapport à ça? Déjà, ils sont un peu déçus parce qu'ils ne savent pas quels sont les avis sur moi en tant que médecin. C'est ça le plus important, du coup. Ce qui est normal. Mais non, ils sont très admiratifs et en même temps très respectueux, dans le sens où, sur les articles qu'on peut voir sur Internet, c'est écrit noir sur blanc que j'ai participé aux Jeux paralympiques et non aux Jeux olympiques. Il y a même des articles qui expliquent ma malformation. Et pour autant, ils ne vont pas rentrer dans ces questions un peu curieuses, peut-être parfois mal placées. Ils vont juste respecter ça et respecter la performance. Et je vais juste avoir un partage en fait d'admiration assez important. Et quand moi après je leur tiens un discours que dans n'importe quelle situation en fait on peut adapter l'activité physique, qu'il y a très peu de cas où l'activité physique est totalement contre-indiquée, où dans tous les cas l'activité physique améliore la qualité de vie, mine de rien avec ma double casquette de sportif de haut niveau en handisport, j'apporte une plus-value on va dire et un peu plus de valeur à mon discours, parce que quand ils me voient comme ça physiquement, j'en ai pris des phrases, non mais vous docteur c'est facile, vous avez vu, vous mangez ce que vous voulez, vous êtes maigre, vous avez vu docteur, vous faites ce que vous voulez, vous savez tout faire. Et quand ils savent ça, quand ils savent du coup un peu le chemin que j'ai parcouru, mon discours a un peu plus de valeur et un peu plus d'impact sur eux après. D'accord. Et du coup, est-ce que tu adaptes ta pratique aujourd'hui, puisque là tu as parlé tout à l'heure de ton expérience précédente au ministère des Armées, mais est-ce qu'aujourd'hui dans ta pratique libérale, il y a besoin d'adapter le travail? Est-ce qu'il y a des choses particulières que tu as pris en compte pour que ta pratique soit durable, en fait? C'est ça l'idée? Alors, pour le moment, c'est un peu biaisé parce qu'en tant que sportif de haut niveau, je fais plus de vélo que je ne travaille. Là, actuellement, je travaille qu'un jour par semaine, ce qui n'est pas énorme. C'est plus pour maintenir mes compétences médicales et puis il faut garder un contact avec les patients. Mais dans l'adaptation, c'est sûr que je veillerai à ce qu'il n'y ait pas 2 escaliers à monter ou s'il y a des étages, qu'il y ait un ascenseur. Qu'il n'y ait pas trop de chemin à parcourir, qu'en termes de trajet, j'ai pas 3 km aller, 3 km retour pour y aller. Puis j'ai toujours une canne de toute façon à la maison qui traîne quand la douleur est trop importante. Il y aura toujours une adaptation. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est qu'on soit handicapé ou non, c'est pour tout le monde pareil. Il y a toujours une adaptation, vous l'avez dit, il peut y avoir des événements de la vie qui sont plus ou moins douloureux à traverser, et à ce moment-là, il y aura besoin d'avoir une adaptation aussi. Et je pense que le meilleur moyen d'adapter, c'est la communication. Oui, la communication qui permet d'éviter justement les a priori, enfin de limiter les a priori. C'est intéressant quand tu évoques le fait qu'ils te disent « Oh mais vous êtes médecin, donc en gros,
vous avez aucune limitation, aucune restriction. Là aussi, on est dans le registre du préjugé. Quelle image on a du médecin, comment on projette un peu ces fantasmes. Ah, mais il y a beaucoup de stéréotypes dans ce sujet-là. Sur les médecins. Alors, sur les médecins sportifs de haut niveau, attention, là ça multiplie. On n'est pas beaucoup. Et tu voulais réagir? Oui, je veux dire que effectivement, c'est une singularité comme une autre, et ce qu'on évoque souvent, et ce qu'on a évoqué dans tous les webinaires qu'on a fait dans les différentes branches, c'est que être en une situation de divorce compliqué, être en difficulté financière, c'est aussi une singularité, un moment de vie où on a besoin d'adapter, soit d'informer l'environnement de sa situation à ce moment-là, soit d'avoir une adaptation de temps de travail pour s'occuper d'un proche. C'est aussi parler de la relation avec un aidant, lorsqu'on est aidant plutôt. Mais voilà, c'est vraiment en fait considéré comme une situation donnée singulière qui a des besoins de compensation et qui n'est pas non plus quelque chose d'insurmontable qui va générer des problèmes ou des il y a toujours des solutions, il y a toujours des compensations et c'est important de le dire. Le handicap, il est beaucoup plus chronique et il est permanent en fait. C'est ça. N'importe qui, de toute façon, toute personne est atypique, toute personne a ses particularités et toute personne nécessite ses adaptations à elle. C'est juste que le handicap, ça fait partie de la vie et malheureusement, c'est tout au long de notre vie qu'on l'aura. Donc, c'est la seule singularité en fait qui est liée au handicap par rapport au reste de la vie au quotidien. Mais en soi, c'est une adaptation comme une autre. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est la notion de qu'est-ce qui est possible en fait, parce que moi, je sais pas si ça vous est arrivé, moi l'une des formules que j'ai le plus entendues depuis ma naissance, c'est non mais pour toi ce sera pas possible ce truc. Donc Alexandra, tu le disais tout à l'heure et je vais te demander de réagir par rapport à ça, mais c'est vraiment l'idée, c'est de savoir comment on fait pour passer du c'est pas possible à comment faire pour que ce soit possible. Et je sais pas si toi tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, tu as dit on t'a dit tu pourras pas faire ci, tu pourras pas faire ça. Comment tu as géré ça et comment ça s'est passé? Pourquoi finalement, ce qu'on t'a dit qui n'était pas possible, toi, tu avais toujours pensé que c'était possible? Comment tu t'es mis ça dans la tête alors? Parce que je suis toujours partie du principe que si les autres pouvaient le faire, moi aussi je pouvais le faire. Donc je me suis jamais mis de limite, c'est-à-dire que si ça allait me permettre de pouvoir tester comme les autres, j'allais toujours mettre les chances de mon côté pour y arriver. Si ça marche pas, ça marche pas, mais au moins j'aurais testé. Et je pense que c'est important de tester avant de se mettre des limites, tout simplement. D'accord. Et est-ce que toi, du coup, dans ta pratique, tu as adapté, il y a des choses qu'il a fallu adapter pour justement que ce soit possible. Et comment ça s'est passé? Est-ce que toi, tu t'es dit, non, moi je veux faire ça vraiment comme les autres, et puis c'est tout, à identique, ou est-ce que tu t'es dit, ok, l'adaptation, ça fait partie aussi de la pratique et moi, je vais me mettre dans cette logique d'adaptation pour faire les choses correctement. Ça m'est déjà arrivé, notamment pour l'athlétisme. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas amputée. Et dans ma catégorie, ils sont tous amputés. Donc, du coup, ça veut dire que leur appareil, donc les lames, on utilise des lames pour l'athlétisme, ils ont juste à mettre la lame comme si c'était une botte. Sauf que moi, vu que j'ai une agénésie du membre inférieur droit, ça veut dire que j'ai une jambe qui est légèrement plus courte que l'autre. Je ne peux pas me permettre de faire ça. Donc du coup, j'ai été entourée de personnes vraiment compétentes, donc mon coach et puis des médecins qui ont travaillé sur le sujet. Et donc du coup, ensemble, on a travaillé pour adapter mon appareillage de façon à ce qu'il puisse être optimum, en tout cas pour mon activité physique. Et aujourd'hui, tu vois une différence avec ça ? Ah oui, clairement. C'est-à-dire que, au début, moi, je pensais qu'une prothèse de sport, c'était ce que je portais là actuellement. Sauf que quand je suis arrivée en athlétisme, on m'a dit, ah non, mais ça, c'est pas possible. Ça c'est une prothèse de ville. Alors que j'ai une prothèse de ville et ça ressemble pas du tout à ça. Mais j'ai su m'adapter. D'ailleurs, ça demandait beaucoup d'adaptation parce que c'était une nouvelle discipline pour moi, étant donné que auparavant, je faisais un sport aquatique. Donc c'était tout nouveau. Et au final, j'ai dû m'adapter moi aussi à ce nouveau système, à ce nouvel appareil et ça s'est super bien passé, quoi. Alors ce qui est intéressant aussi dans ce que tu évoques, c'est la question de ce qu'on appellera la pluridisciplinarité, c'est-à-dire que ce qui va être important, y compris dans le milieu de l'emploi, c'est que quand on va embaucher une personne handicapée, on va être amené à réfléchir sur l'adaptation éventuelle dont il a besoin ou dont elle a besoin pour lui permettre d'avoir des conditions de travail correctes et que la personne puisse faire son travail dans de bonnes conditions. Et pour ça, il y a donc cette notion de compensation qui va s'instaurer.
ce qui est important, c'est de comprendre que la compensation, la personne elle-même ne maîtrise pas nécessairement l'ensemble des dispositifs de compensation existants ou les possibilités, et puis qu'on n'est pas omniscient et que donc du coup, il n'y a pas une personne qui va peut-être forcément avoir la réponse. Et que la logique pluridisciplinaire, c'est-à-dire la capacité à mobiliser plusieurs ressources, que ce soit évidemment le milieu médical, mais aussi RH, manager, etc., vont permettre d'ouvrir un peu le champ des possibles et de trouver des choses qui sont faisables. Donc, c'est ce que tu évoques avec ton entraîneur, avec des spécialistes, des médecins qui ont apporté une réponse. On voit que ça a optimisé très fortement ta performance. Donc, si on transpose ça dans le milieu de l'emploi, on s'aperçoit que si on réfléchit bien aux solutions de compensation qui peuvent exister, et il y en existe beaucoup plus que ce qu'on imagine habituellement. Je vous raconte une petite anecdote. Un jour, j'étais avec une amie on dînait ensemble et elle me dit, tiens, c'est bizarre. Enfin, cette personne était aveugle. Et elle me dit, tiens, c'est bizarre, t'as une chemise verte aujourd'hui, d'habitude, tu mets pas cette couleur. Et moi, je lui dis, mais comment c'est possible qu'elle sache la couleur de ma chemise, quoi? Et elle m'explique qu'elle a un téléphone et que sur son téléphone, il y a un système qui lit les couleurs. Et donc, j'étais moi-même qui suis dans le sujet, j'ai découvert ce truc-là. Donc, en fait, il y a des tas de technologies, des tas de solutions qui peuvent exister. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'entrer dans la logique du qu'est-ce qu'on peut faire, comment ça peut être possible. Et l'approche pluridisciplinaire va être quelque chose d'important. C'est pour ça que dans les entreprises, le fait d'avoir une mission handicap peut aider beaucoup. Donc, rappelons que vous avez évidemment des acteurs d'une mission handicap nationale, des référents qui peuvent vous aider beaucoup sur ces sujets-là. Et finalement, des choses qu'on peut croire très compliquées s'avèrent finalement pas si compliquées que ça et on peut trouver des solutions. Oui. Du coup, ce qui est important, hein, c'est aussi l'axe 2 de cette table ronde, c'est que clairement, le préambule à tout ça, c'est d'en parler. De se faire entourer, on est d'accord, et potentiellement de se faire reconnaître travailleur handicapé. Donc, parce que toutes ces compensations ne sont éligibles que lorsque l'employeur connaît la situation. Alors, des fois, c'est douloureux, tu l'as évoqué, d'en parler, et de dire quels préjugés les gens vont avoir sur moi parce que ils m'ont toujours connu avec un handicap invisible et demain, je leur dis que je suis en situation de handicap et que j'ai besoin de compensation. Et est-ce que ça va changer dans son regard? On l'a bien évoqué ça, donc c'est vraiment. Tout ça, c'est le préambule, quoi, de se dire, il faut que j'en parle d'abord, que j'accepte peut-être aussi ma situation, et comment, quels sont les rouages ou les ingrédients que je peux mobiliser pour m'aider à m'adapter. Tout à fait. Et d'ailleurs, sur cette histoire de comment je me regarde moi-même, encore une petite anecdote personnelle, moi, pendant très longtemps, j'ai marché avec des cannes, en fait, avec des béquilles. Et en fait, j'étais manager et je supportais de plus en plus difficilement cette situation parce que c'était très usant, très fatigant, très difficile, même techniquement, de me déplacer, etc., quand j'étais avec les cannes. Alors qu'en fauteuil, finalement, c'est beaucoup plus simple. Sauf que depuis toujours, j'avais été conditionné sur le fait qu'il fallait être debout. C'était bien d'être debout, en fait. Et donc, j'ai mis très longtemps à accepter d'aller travailler en étant manager tout en étant en fauteuil roulant. C'est fou, hein, quand même. Hein. Et du coup, je me suis plutôt abîmé, en fait, parce que j'arrivais pas à faire le pas de me retrouver en fauteuil dans mon environnement professionnel. Ça changeait mon regard sur moi. Ça changeait pas mes compétences, a priori. Hein, mais auto-stéréotypes. Donc, en fait, il y a trois grands types de stéréotypes. Hein. Il y a les stéréotypes, ce qu'on appelle les auto-stéréotypes, les hétéro-stéréotypes et les méta-stéréotypes. Et c'est intéressant de comprendre les trois. Parce que l'hétérostéréotype, c'est le stéréotype qu'on a sur les autres. Bon, on en a tous, etc. L'autostéréotype, c'est les stéréotypes qu'on a sur soi. Alors, ça peut paraître bizarre en se disant, mais on se connaît, on ne va pas avoir de préjugés sur soi-même. On ne se connaît pas tant que ça, déjà, pour commencer. Hein, il y a Socrate qui a dit « connais-toi toi-même » pour commencer. Et donc, on a des préjugés sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on est, sur son regard. Et puis, le métastéréotype, qui est le stéréotype qu'on a sur les préjugés que les autres ont sur nous. C'est assez rigolo comme truc, c'est un peu plus compliqué. Voilà, c'est réflexif en fait, c'est-à-dire je préjuge que les autres vont préjuger ça de moi. Et donc, je prise de table. Voilà, c'est ça. Donc je ne sais pas si ça vous fait réagir. En fait, je rejoins en fait ce qu'on disait sur la pluridisciplinarité, c'est que c'est grâce à ça, pour moi, qu'on arrive à lever les stéréotypes, c'est-à-dire que ce soit au niveau professionnel ou au niveau même sport de haut niveau, pour moi, dans mon sport, il est inenvisageable de travailler uniquement qu'avec mon entraîneur. J'ai besoin de savoir qu'il y a une préparatrice mentale, qu'il y a un préparateur physique, qu'il y a une psychologue, et que tous ces gens-là sont capables de communiquer entre eux, et que
même si l'un est dans un stéréotype, la version de l'autre ou la pensée de l'autre l'aidera à lever ce stéréotype et à voir les choses autrement. Et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver, mais c'est pareil en tant que médecin. On a notre médecine, on a notre manière de pratiquer la médecine, on a les mêmes bouquins, on a les mêmes recommandations, mais ça n'empêche qu'on a notre façon de faire, et que entre midi et deux, de déjeuner avec les collègues et de discuter des patients un peu compliqués, parfois ça nous ouvre un peu un champ visuel un peu plus grand, et on voit le patient différemment, et d'un coup la solution elle nous apparaît. Et je pense qu'il n'y a que en travaillant comme ça qu'on arrive à faire les meilleures adaptations possibles à la fin. Tout à fait. Je pense que le milieu de la santé est un milieu dans lequel la pluridisciplinarité a été peut-être à l'origine. Enfin, c'est peut-être là que ça a démarré, en fait, on va dire, et ça se développe. Et dans le sport, c'est en train de aussi très important. Mais moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est impensable que je travaille uniquement avec mon entraîneur, que j'adore, hein, soit dit en passant, mais c'est pas, c'est pas possible. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà, quand il m'a dit qu'il était content qu'on soit à l'INSEP parce qu'il y avait tous ces services à disposition pour pouvoir échanger, travailler, poser des questions, ça m'a rassurée. Je me suis dit, au moins, il ne connaît pas tout sur tout, et on est deux, et au moins, on pourra avancer comme ça. Et d'ailleurs, dans la pratique sportive, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à l'une ou à l'autre, moi, en tant que pongiste à une période, je me rendais compte que les préjugés prenaient beaucoup de place dans ma pratique sportive, parce qu'en fait, quand je jouais face à un adversaire, j'avais déjà un préjugé de quel niveau il avait, la difficulté que ça allait induire, etc. Et ça peut avoir un impact fort sur la performance. Je ne sais pas, peut-être Alexandra, si tu veux réagir là-dessus. Déjà, moi, je voudrais rejoindre ce que Marie disait, c'est-à-dire que nous, au Centre fédéral, c'est pareil. C'est vrai qu'on a notre coach, mais il y a plusieurs autres personnes qui contribuent justement au développement de notre projet et du coup à notre performance, c'est-à-dire qu'on a un staff médical avec des kinés, des préparateurs mentaux, des diététiciennes, nutritionnistes, pardon. Et je pense que c'est un ensemble qui nous permet justement de pouvoir performer par la suite, parce que c'est des personnes qui sont mobilisées et du coup si sur le plan mental, par exemple, on ne se sent pas forcément en forme, ça peut avoir des répercussions sur notre activité sportive. Et donc du coup le fait de pouvoir le savoir et de communiquer sur le sujet, ça peut justement nous permettre de mieux se sentir dans notre activité sportive, quoi. Et enfin, pour revenir à votre question, ça m'est déjà arrivé, oui, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé, c'est-à-dire que voir toutes les sportives alignées, se dire mais elle est comme ça en fait, en vrai, ça se trouve elle est plus préparée avec moi, ou je sais pas ce qui s'est passé, etc. C'est vrai qu'on a tendance à avoir des préjugés sur les personnes, mais après on se refocalise sur notre course. Moi, j'ai une anecdote là au jeu. J'ai participé, donc j'ai fait mes 2 médailles de bronze en poursuite sur piste et sur route, et j'ai participé aussi aux 500 mètres départ arrêté, qui est une épreuve de sprint sur la piste, qui est mon épreuve favorite. C'est celle où je prends le plus de plaisir sur le vélo, et je fais 4e. Et ça a été la course, je pense, contre les stéréotypes. Quand on est sprinter sur piste, on a des cuisses comme ça, on a des fessiers comme ça. Vous me voyez debout, je suis comme ça. Et j'ai dû, je pense, pendant toute ma préparation, lutter contre les stéréotypes des gens qui me disaient « mais t'as pas le gabarit pour faire ça, descendre sous les 37 secondes, ce sera pas possible ». Et heureusement que j'avais un coach qui n'a jamais prêté attention à ça et qui a considéré qu'à partir du moment où je prenais du plaisir dans cette discipline, il fallait que j'y aille. Bon, il ne faut pas oublier que mes minima pour les Jeux, je les ai fait grâce aux 500 aussi, donc j'ai pas non plus un niveau ridicule. Mais j'ai eu l'impression de devoir me battre contre ces stéréotypes, et ça a été très lourd. Heureusement que j'avais une psychologue, heureusement que j'avais une prépa mentale qui m'a aidée à me faire des épaules assez larges pour pouvoir arriver au jeu, en me disant oui, tu as un profil de grenouille à côté de tes concurrentes, et c'est vrai, quand au championnat du monde, je monte sur le podium avec elle, je me sens ridicule physiquement, hein. Et pour autant, j'ai passé cette barre des 37 secondes, je fais 4e, mais je pense que c'est ma plus belle course des Jeux. Du coup, si on pouvait transposer, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté en entreprise. Oui, c'est qu'il y a à la fois les missions handicap, il y a à la fois les RH, il y a à la fois son manager direct, entre guillemets, opérationnel, et que c'est un concours de toutes ces personnes qui contribuent au bien-être et à l'épanouissement. Enfin, nous, on parle d'accomplissement à la Fédé Handisport, mais c'est vrai que l'épanouissement professionnel ou personnel, c'est aussi la base d'un travail en équipe, entre guillemets. Et ça renvoie aussi à une valeur qui est forte au sein de l'entreprise, et notamment de cette entreprise, de Lucans, c'est la solidarité, quoi. On est dans une logique où, en fait, c'est quelque chose
que j'ai constaté pour ma part aussi avec un sport individuel comme c'est le cas pour vous, hein, c'est le fait de se dire, dans un sport individuel, on est très centré sur soi, mais il n'empêche que si on n'a pas une approche solidaire avec une équipe autour et une logique où on est ensemble finalement, c'est quasi impossible de faire une performance, quoi. Donc la logique de la solidarité, de la complémentarité, de l'enrichissement réciproque, c'est aussi ce qui fait bouger les lignes, quoi. Même dans un sport individuel, la cohésion, pour moi, elle est primordiale. La première fois que j'ai connu cet esprit d'ensemble et de cohésion, c'est quand j'étais en première année de médecine, qui est quand même l'environnement, je pense, le plus hostile qui puisse exister quand on passe le concours, parce que moi, c'était encore l'époque où il y avait le concours. Et moi, j'étais donc à Santé-Naval en médecine militaire, on était une promo. Il fallait que tous les militaires rentrent dans le numerus clausus pour pouvoir continuer notre carrière de médecin militaire. Et pour autant, l'armée nous a appris, même si on était en concurrence les uns contre les autres, on nous a appris à être en cohésion. Même si on n'était pas copains, même si on ne s'entendait pas forcément, on avait cette cohésion qui existe encore aujourd'hui. Et c'est là où j'ai découvert que même dans un milieu très hostile, avec énormément de concurrence, on peut créer ce lien, on peut fédérer des gens entre eux pour que le plus grand nombre de personnes puissent accéder à cette satisfaction, à cet épanouissement. Et je pense que c'est partout pareil, et même dans les sports individuels. Quand une équipe, même s'il y a des athlètes d'une même nation qui sont en concurrence, arrive à se fédérer et à avancer ensemble, je pense que la performance, elle sera encore plus belle derrière. On a pu voir dans les différents témoignages qu'il y avait avec l'équipe de France de cyclisme, de paracyclisme, ça avait une grosse dimension de solidarité, y compris entre les sportifs. Entre sportifs, on s'entend bien. On a pu constater ça. Ok. Ce que je propose, c'est qu'on va passer aussi sur donc les dispositifs pouvant exister. Merci beaucoup et on reviendra peut-être au niveau des questions-réponses s'il y a des questions qui vous sont directement adressées. Peut-être pour tenir dans le planning, on va passer aussi à la partie liée au type de contrat. Donc Adrien, peut-être tu voulais parler des CIP, du coup, pour expliquer que recruter des sportifs, alors en l'occurrence handisport, des personnes handicapées, c'est tout à fait possible, et qu'il y a des dispositifs d'aide. Je compléterai un peu avec les aides, plus de droit général par rapport au sujet du handicap, mais vas-y, je te... Oui, clairement, déjà merci, effectivement, il faut en parler, il faut démocratiser en interne, voilà, c'est pas un tabou le handicap, et il y a des adaptations et des modèles de compensation disponibles. Pour les athlètes de haut niveau, il y a un petit focus un peu plus spécifique parce que ils ont besoin d'adaptation, au-delà d'adaptation matérielle, il y a des adaptations de temps d'entraînement nécessaires. Ça a été évoqué à la fois par Alexandra et par Marie juste avant. Donc, l'État a mis un dispositif en place qui s'appelle une convention d'insertion professionnelle, donc CIP, et qui est un contrat, enfin une convention du coup, qui permet à l'employeur de ne pas, parce qu'il y a souvent des logiques de rendement, on va dire, dans les entreprises et de productivité, et de ne pas être pénalisé par la non-présence de l'athlète. Ça, c'est le préambule de base, c'est de se dire, oui, je vais embaucher un athlète de haut niveau, c'est super pour l'image, ça va fédérer mes équipes, mais au-delà de ça, il va travailler 8 heures par semaine quand les autres font 35 heures, par exemple. Je dis une bêtise, mais c'est pour donner un modèle. C'est à peu près ça. Souvent, on va se dire, mais alors du coup, qui paye les 27 heures qui restent? Et donc, cette convention permet ça. Donc, c'est une convention tripartie entre le ministère des Sports, la fédération d'appartenance de l'athlète. Donc là, on va parler de nos athlètes en handisport, mais c'est éligible aussi pour les athlètes olympiques de toutes les autres fédérations. Donc, prise en charge du reste de la non-présence de l'athlète, donc sur ces 27 heures restantes, si on prend mon exemple, l'État, à travers le ministère des Sports, va prendre la moitié à sa charge et la fédération, le complément. Donc, l'employeur ne va payer que le temps de présence effectif de son collaborateur en entreprise. Donc, les 8 heures, en l'occurrence, dans mon exemple. Donc, si l'athlète est là 8, 12, 15 heures, peu importe, vous allez payer les heures où il est présent avec vous dans l'entreprise et le ministère des Sports et la fédération vont faire le complément sur le temps sportif de l'athlète. Donc, c'est un dispositif qui, pour être mis en place, nécessite quand même un certain nombre de cadres légal et administratifs qui est assez complexe, mais il y a une personne à la fédération, et normalement dans chaque fédération, qui est là pour ça. En l'occurrence, nous, c'est Audrey Le Morvan, en charge du suivi socio-professionnel des athlètes de haut niveau, qui va accompagner et l'athlète et son employeur à mettre en place ce genre de convention. Il y a, faut pas se le cacher, un prérequis qui est être sur liste ministérielle de haut niveau.
Donc, ce n'est pas éligible à tous les athlètes. Et on en discutait en venant ici vous voir à Lucans. Faites attention aussi, n'est pas athlète de haut niveau qui se déclare être athlète de haut niveau. Parce que, comme tout le monde, on a des rêves, des ambitions, une image de soi-même qui, des fois, outrepasse la réalité. Être champion de France en e-sport peut être un statut qui permet d'être sportif de haut niveau dans certaines catégories, mais dans d'autres, pas du tout. Et donc, des gens vont dire « moi, je suis champion de France, je suis athlète de haut niveau ». Être athlète de haut niveau, c'est être reconnu par le ministère des Sports comme athlète de haut niveau. Et donc, dans ce cas-là, c'est un statut qui est remis par l'État. Ce n'est pas un statut qui est auto-proclamé, parce que, effectivement, je peux être même champion d'Europe, mais si à ce championnat d'Europe, le ministère des Sports juge qu'il n'y avait pas de confrontation, il ne vous donnera pas le statut d'athlète de haut niveau. Donc, c'est vraiment ça, c'est hyper important pour vous, managers. C'est parce que ça peut vous mettre en porte-à-faux en disant je vais recruter ce profil, il est hyper intéressant, il a les compétences qu'il faut, il a le talent, je vais pouvoir communiquer autour de sa personne, de son profil d'athlète, et puis derrière on se rend compte que ah non, lui il n'est pas éligible au CIP, mais moi dans l'enveloppe budgétaire que je m'étais fixée en tant que manager, c'était comme ça que j'avais calculé mon recrutement. Voilà, prenez bien en considération, faites-vous accompagner, alors nous par la fédération d'e-sport, mais au-delà de ça, par toutes les fédérations olympiques, si c'est un recrutement d'un athlète olympique. Voilà, n'hésitez pas à nous solliciter, on parlait de travail en équipe, c'est aussi notre rôle de fédération d'accompagner les employeurs dans cette démarche. Qui plus est là sur la thématique du handicap où il y a des adaptations aussi, donc Audrey en interne de chez nous est là pour ça, et alors on a beaucoup de talents professionnels aussi, puisque du coup on a 380 athlètes de haut niveau à la fédération pour votre information, et qu'il y en a à peu près 30% qui sont sans emploi ou à la recherche d'un emploi. Donc il y a des profils jeunes comme Alexandra qui peut-être entreront dans cette catégorie-là et qui veulent encore chercher de l'alternance parce que ils ont réussi à performer jeunes, sportivement parlant, mais qui ont déjà un statut d'athlète de haut niveau, donc il faut les accompagner aussi vers cette démarche d'emploi en stage, en alternance. Et puis il y a des athlètes plus matures en termes d'âge et de carrière professionnelle qui, eux, vont devoir se former, se réorienter éventuellement, se reconvertir après une carrière, parce que certains font le choix, Marie, tu l'as un peu évoqué, mais de se dire, en fait là, pendant 10 ans de ma vie, je me concentre sur le sport parce que c'est mon envie personnelle et que pour performer, il faut que je fasse cette impasse-là et ce choix de non-professionnalisation sur un instant donné. Pour autant, passer mes 30 ou 35 ans ou mes 40 ans, il va falloir que je me reconvertisse dans un métier. Et du coup, il y a aussi cet enjeu de reconversion et d'accompagnement d'un employeur et de sa fédération pour permettre à l'athlète de ne pas être oublié. Et c'est souvent aussi un deuil, entre guillemets, pour un athlète qui a été starifié, glorifié en fonction de ses performances et qui du jour au lendemain se retrouve monsieur même tout le monde. Donc c'est notre rôle de fédération de l'accompagner vers la transition vers l'emploi, mais aussi de l'employeur qui va l'accueillir, de dire voilà, on va t'accompagner. Oui, tu seras peut-être plus dans la une de l'équipe ou je ne sais quel autre magazine sportif, mais pour autant, tu vas apporter à notre entreprise et ensemble, on va construire un collectif qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Donc voilà, c'était sur la partie CIP. N'hésitez pas à nous solliciter, on est à votre écoute et pour toutes les branches de la sécurité sociale et avec Simona avec lesquelles on échange régulièrement. Donc n'hésitez pas à nous solliciter s'il y a des besoins de recrutement. Peut-être avant que tu introduises, Guy, les propos plus généraux, on a un bon exemple à la Caisse nationale d'assurance vieillesse récent, où il y a Kevin Drobecker qui est un athlète pongiste qui a été recruté, et je crois que Simona, on a une petite vidéo explicative qui dure 2-3 minutes du processus de recrutement qui a été mis en place. Donc je vais laisser la régie. L'histoire de la CNAV et de la Fédération française en e-sport commence en 2017 à l'occasion d'une journée de sensibilisation organisée par la Fédération pour le recrutement de sportifs de haut niveau et d'un job dating incitant au recrutement de sportifs licenciés et de sportifs de haut niveau. Nous avons tout de suite été emballés à l'idée de recruter des sportifs de haut niveau et à ce jour, nous avons recruté 2 sportifs, un haltérophile en 2017 et un pongiste qui nous rejoint en novembre 2021. Alors Annabelle, quelles sont les spécificités d'un tel recrutement ? Alors, nous avions noté chez ces sportifs une capacité à parler, non pas de leur situation médicale, mais de leur situation de handicap et de leurs besoins d'adaptation. Parce qu'un
sportif a appris à connaître ses besoins et à les exprimer sans tabou. Ensuite, par rapport aux compétences que nous recherchons à la CNAV, ces sportifs sont généralement des personnes qui ont une bonne gestion de la pression, du stress, des objectifs, qui sont déterminés, qui ont envie de réussir malgré les difficultés et qui apportent de l'importance au travail en équipe. Également, chez ce pongiste que nous accueillons prochainement, c'est une personne qui enseigne sa discipline à des jeunes et a pu développer un sens de la pédagogie. Donc ça, c'est une compétence très intéressante à la CNAV, notamment pour les collaborateurs qui travaillent au contact des assurés et par exemple pour expliquer la législation retraite à un assuré qui ne connaît pas forcément ce domaine. Également, ces intégrations génèrent un fort engouement au sein des équipes par rapport à la pratique à haut niveau. Et à plus grande échelle, ce sont aussi des acteurs qui sont mobilisables en interne pour des actions de sensibilisation liées au handicap. Quels seraient les points d'attention de ce type de recrutement ? Alors, lors du processus de recrutement, il est important d'échanger avec la ligne managériale pour pallier aux éventuelles contraintes, difficultés. Donc, par exemple, une réduction horaire journalière ou bien dans notre situation des absences. Donc là, des absences qui sont de l'ordre de 3 à 4 mois dans l'année liées à ces périodes de stage et de compétition. Donc, ça va demander un fort engagement managérial puisqu'il va falloir une remise à niveau lorsqu'il va revenir de ses absences. Et donc, pour essayer de pallier à une partie de cette contrainte, nous sommes actuellement en train de mettre en place une convention d'insertion professionnelle tripartite avec l'AFFH et l'Agence nationale du sport pour nous permettre une compensation financière partielle de ces absences. Nous le voyons, c'est donc une aventure collective avec la fédération, avec l'Agence nationale du sport, avec le sportif. Nous avons vu également l'engagement de la direction opérationnelle accueillante, l'engagement également fort de la direction générale et notamment à la CNAV du directeur des relations humaines et de la transformation, Jérôme Friteau. Donc c'est un pari collectif que nous faisons pour soutenir, encourager notre sportif dans l'espoir de pouvoir ramener des médailles, notamment à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Nous serions donc ravis d'accompagner d'autres organismes de sécurité sociale dans le recrutement et l'intégration de sportifs de haut niveau. Merci beaucoup. À bientôt. Et voilà, j'espère que ce process de recrutement expliqué par Christelle Brunet, qui est la référente handicap de la CNAV, vous a convaincu de recruter nos athlètes de haut niveau et plus largement des personnes en situation de handicap. Juste revenir, il y avait 2 questions dans le chat qui arrivent. Oui, c'est la fédération. Je vais vous publier les questions en parallèle. C'est bien la fédération qui remplit la partie administrative avec l'employeur, bien sûr, hein, mais on a des trames de convention d'insertion professionnelle pour les athlètes de haut niveau type. Donc, bien sûr, on va travailler avec vous sur la partie, on va dire, sirène de l'employeur et de la caisse qui recrute, mais pour autant, tout le dispositif légal global est géré par nous-mêmes. Après, l'enjeu de prise en charge financière qui était évoqué dans la 2e question, c'est effectivement de limiter le frein que pourrait être la productivité ou la rentabilité que certaines entreprises peuvent avoir à recruter des athlètes de haut niveau. C'est de se dire, on a besoin d'accompagner l'athlète sur sa reconversion et le temps de présence effective doit être valorisé par l'employeur, mais à sa juste valeur, entre guillemets, c'est-à-dire ne pas pénaliser l'entreprise ni l'athlète, parce que s'il ne peut pas se détacher de son temps et qu'il a besoin de 20 heures d'entraînement par semaine, ça va le pénaliser dans sa carrière sportive. Et puis, si on ne fait pas l'inverse, c'est-à-dire si on ne défraie pas l'employeur lorsque l'athlète n'est pas là,
potentiellement, c'est une perte financière pour l'employeur de dire je paye quelqu'un qui n'est pas là, et puis ça crée des distensions en interne. Donc, c'est effectivement l'expliquer à l'environnement, et ça, Guy l'a dit tout à l'heure dans la table ronde, et d'ensuite lever l'ensemble des freins que peut avoir et l'employeur et l'athlète à trouver une solution commune pour son intégration professionnelle. Donc voilà les deux enjeux. Donc Guy, pour le cadre général, je te relaisse la main. Et puis après, si vous avez des questions, pendant ce temps-là, moi je les suis et puis je les referai remonter à Guy pour terminer ce temps. Ce que tu viens d'évoquer, on peut transposer la notion de compensation. L'idée, c'est de dire une personne qui ne peut pas être là à plein temps parce qu'elle a une activité sportive, on va compenser cette perte, entre guillemets, ou ce manque pour l'employeur par l'intermédiaire du CIP. Alors, sur le sujet du handicap plus globalement, il existe effectivement quelques dispositifs d'aide spécifiques à l'embauche, et notamment dans le domaine de l'alternance. Alexandra donc, était en contrat d'alternance chez EDF. Concrètement, il y a des aides, et en particulier depuis la situation de la crise sanitaire, il y a eu des aides spécifiques complémentaires qui ont été instaurées. Donc, c'est des aides financières directes qui sont affectées aux entreprises de la part de l'AGEFIP, pour venir finalement inciter et compenser les problématiques que ça peut poser. Donc voilà, il y a des aides financières spécifiques dédiées à l'alternance pour les personnes handicapées, indépendamment et complémentairement évidemment aux aides de droit public, hein, c'est en complément. Voilà. Après, il n'y a pas d'aide plus particulière de droit commun sur l'embauche à proprement parler. En revanche, à la fois par l'intermédiaire de votre convention, mais aussi par les aides notamment de la GFIP, on est en mesure d'aller financer les adaptations de postes, les mesures de compensation dont on a parlé depuis tout à l'heure, pour faire en sorte que la charge ou l'impact pour l'employeur et pour l'équipe, évidemment, soit le plus minime possible. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir son référent handicap ou la mission handicap qui peut vous aider, soit directement dans le cadre de la convention, notamment pour les outils de type sensibilisation, information, puisqu'on en parlait tout à l'heure avec Marie en disant que c'était très important, cette dimension information. Ça peut être en partie pris en compte dans le cadre de la convention, mais aussi pour tout ce qui est aménagement à proprement parler du poste de travail, où là, des financements existent de la part de la GFIP. L'idée est vraiment que ce soit le plus transparent possible. Ce qui est fondamental de toute façon, c'est que la personne handicapée, qu'elle soit sportive ou pas sportive, d'ailleurs, ce qui va être fondamental, c'est ses compétences et ses capacités à travailler dans des conditions tout à fait adaptées, de telle manière que ce soit une réussite collective et que finalement, on s'aperçoive que le handicap, c'est pas la fin du monde, loin de là, et que même parfois ça peut être sur certains aspects un peu fun et un peu décalant. Et vous savez, il y a Einstein qui a dit « Aucun problème ne sera résolu par le système de pensée qu'il a initié ». Eh bien, le handicap permet de sortir un peu des systèmes de pensée classiques et d'être dans l'innovation à la fois technologique, sociale, managériale. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Pour rebondir aussi, passer aux questions, on avait fait une étude, et c'est aussi la base de notre partenariat avec Lucans, auprès de nos licenciés. Et effectivement, sur les niveaux de qualification des gens qui pratiquent une activité physique et sportive, par rapport au milieu traditionnel, les sportifs en situation de handicap sont de manière générale légèrement plus formés sur des niveaux de qualification scolaire que le milieu traditionnel et que la norme. Donc effectivement, le parallèle sport et entreprise, il y a des vraies synergies et avec l'école, et on l'a vu avec Alexandra tout à l'heure. Donc c'est vraiment un triptyque gagnant pour le bien-être et l'accomplissement des personnes. Je regarde s'il y a des questions, n'hésitez pas. Si il n'y en a pas, moi je viendrais bien voir Alexandra et Marie pour leur demander peut-être un petit mot de synthèse de ce qu'elles ont perçu et ce qu'elles voudraient éventuellement ajouter par rapport à ça. Toi, quelles sont tes perspectives, comment tu vois les choses, Alexandra, pour la suite? D'abord, il y a Paris qui s'annonce, j'imagine. Oui. Avec Marie. On compte sur toi, pour Marie aussi, bien sûr, mais on va y arriver. Et puis, au niveau professionnel, du coup, comment tu vois les choses dans l'avenir? Là, justement, je viens d'obtenir mon Master 2, donc là, je l'ai appris la semaine dernière. Merci beaucoup. Donc là, je suis en recherche d'emploi actuellement, mais je suis assez mitigée parce que je me dis que Paris, ça arrive très vite et ça demande beaucoup de je
je suis plutôt pour vraiment me focaliser sur le sport. Cependant, en fait, durant notre année de master, on a dû effectuer un projet scolaire sur un start-up projet, entre guillemets. Et donc, du coup, là, on a été auditionné hier pour parler de notre projet pour intégrer un incubateur. Et du coup, on attend les retours, mais en parallèle, là, je m'entraîne toujours dans l'optique de pouvoir participer aux Jeux de Paris 2024 pour représenter notre pays fièrement. Et pour nous ramener 1 ou 2 breloques. Ah oui, on travaille pour en tout cas. Et ce projet, si ce n'est pas indiscret, il est dans quel domaine? Dans le domaine, c'est dans l'innovation, donc c'est dans la food tech. Et je peux pas trop balancer les mots. On comprend. C'est pour ça que j'ai demandé. J'ai dit si c'est pas indiscret. Ok, merci beaucoup. Marie? Moi, il y a Paris. Ouais. Paris en ligne de mire. Je suis, je pense, encore en train de digérer Tokyo. Effectivement. Digérer, ça veut dire quoi pour toi? Des Jeux paralympiques, moi, c'était mes premiers à Tokyo. C'est quand même très intense. D'un point de vue émotionnel, c'est pas des championnats du monde. Et encore, là, on n'avait pas de public, c'était particulier, mais c'était extrêmement fort. Et je pense qu'il faut prendre le temps, quand on rentre de ce genre d'événement, de prendre le temps de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre ses réactions et de prendre le temps de digérer tout ça, que ce soit positif ou négatif, il y a une digestion à faire. Mais voilà, je prépare Paris. Pour le moment, j'ai repris le travail 1 jour par semaine. Il est fort probable que je refasse comme ce qui s'est passé avant les Jeux de Tokyo, c'est-à-dire que 6 mois avant, j'arrête totalement la consultation pour me consacrer uniquement au sport. Et puis, par contre, Paris, ce sera mes derniers Jeux. Et voilà. T'es sûr? C'est sûr. J'aime trop mon métier de médecin pour le laisser en stand-by plus longtemps. On avait une question, Guy, sur le chat. Il y avait une question qui demandait est-ce que la fédération a analysé les compétences transposables entre le sport justement et l'emploi et l'entreprise. Donc, ça, je peux en dire un petit mot rapide. Je fais pas mal d'interventions sur ces sujets-là parce que, alors moi, j'ai l'expérience de l'avoir fait il y a quelques années et de l'avoir transposé dans le milieu professionnel puisque aujourd'hui je suis chef d'entreprise. Moi, les trois principales compétences ou aptitudes que j'ai vues en pouvant être assez facilement transposées, et vous pourrez peut-être compléter en fonction de votre propre expérience. La première, ça peut paraître paradoxal, mais le sport, ça m'a appris à perdre. Alors, à l'origine, moi, j'étais tellement un mauvais joueur, en fait, que c'était horrible, en fait. À chaque fois que je perdais un match de tennis de table, j'avais juste envie d'arrêter la pratique, donc c'était horrible. Et mon épouse m'a beaucoup aidé là-dessus en me disant, écoute, t'es tellement pénible que moi, c'est moi qui vais te faire arrêter le sport, tu vas voir, hein, parce que c'est insupportable. Et donc, du coup, j'arrivais pas à tirer d'enseignement de mes défaites. C'est-à-dire, je pouvais pas être dans une dynamique de progrès, dans la mesure où la défaite m'était tellement insupportable que j'arrivais pas à en tirer d'enseignement. Du coup, j'ai réussi à faire ça et ça m'a été très utile dans l'environnement professionnel parce qu'évidemment, dans l'environnement professionnel, ça nous arrive de ne pas réussir, quoi. Et donc, l'idée, vous savez, je crois que c'est Mandela qui disait quand je gagne, je gagne et quand je perds, j'apprends. Et donc, l'idée, c'est de se dire, quand on est sportif de haut niveau, on est obligé d'apprendre à perdre et de savoir en faire quelque chose de positif. Voilà, donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la notion de carpe diem. Profiter de l'instant présent. Parce que quand on commence le sport, on se dit ouais, c'est éternel, on est invincible et insubmersible. Puis assez vite, on s'aperçoit que ça passe très vite et qu'un jour ou l'autre, ça va s'arrêter. Et donc, il faut profiter de ça. Et ça aussi, dans le milieu professionnel, profiter des bons moments, des réussites, etc. Savourer, tout ça, c'est très positif. Et le troisième, c'est la gestion de projet. Parce que quand on donne un objectif, on a intérêt à savoir à peu près gérer le projet avec les ressources et pas se disperser, pas partir dans tous les sens, pas vouloir gagner tout ce qui passe parce que sinon on ne va pas y arriver. Et donc la gestion de projet, ça aussi, ça se transpose beaucoup dans le milieu professionnel. Et donc je pense que les trois compétences majeures que moi, en tout cas, j'ai été amené à transposer. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Ou... Je suis relativement d'accord. Et puis moi, il y en a une que j'aime bien rajouter. J'appelle ça l'honnêteté avec soi-même. C'est-à-dire que quand on est sportif de haut niveau et qu'on se lève un matin et qu'on dit je veux participer aux Jeux paralympiques et je vais aller chercher une médaille. Il faut que tous les matins, on puisse se regarder dans la glace en se disant qu'on a fait notre maximum et que si ça ne marche pas comme on veut, il faudra l'accepter et que par contre, si on veut y aller, il va falloir tout donner. Et ça, il faut savoir le faire à chaque moment, c'est-à-dire à l'entraînement, il faut savoir le faire en récupération, il faut savoir le faire au niveau nutrition, il faut savoir le faire au niveau sommeil.
Et en fait, cette honnêteté avec soi-même, je trouve que c'est une valeur hyper importante, que ce soit dans n'importe quel projet de vie. On peut l'appliquer. Enfin, moi, du coup, je l'ai découverte grâce au sport de haut niveau, mais maintenant, je l'applique énormément dans mon travail avec mes patients. C'est-à-dire que c'est vrai que maintenant, voilà, mon patient, il faut qu'à la fin de la consultation, j'ai ce sentiment d'avoir vraiment fait tout ce que je pouvais pour pouvoir répondre à sa demande. Ok, merci. Moi, je vous rejoins. Je suis amplement en accord avec ce que vous avez dit, donc je n'ai pas de choses à rajouter. Le temps de conclure, Guy. On va d'abord remercier Lucans de nous avoir invités et permis d'intervenir sur ces échanges que, en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié. Merci à Alexandra, merci Marie, c'était super, vraiment, vos témoignages. Et puis, on compte sur vous pour Paris, hein, bien évidemment. On a confiance. Et voilà. Et merci Adrien. Eh bien, c'est le temps de nous quitter. Et pensez bien que recruter des personnes handicapées en général et des sportifs handicapés en particulier, c'est pas si compliqué. On peut y arriver. Vous avez des gens pour vous aider. Et puis, ça vous apportera beaucoup. Donc, n'hésitez pas. Bonne fin de journée.